Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades de la deuxième heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre. Bonsoir à Gilles Boutin, Bonsoir, chef Pierre. des infos au Figaro. Et bonsoir au président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Thierry Breton quitte donc le commissariat européen. Est-ce qu'on peut dire qu'il règle ses comptes avec Ursula von der Leyen? Est-ce que c'est juste une vendetta personnelle ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt elle qui a dit qu'elle ne souhaitait plus travailler avec lui. Mais qu'est-ce qui se Et passe? qu'elle mettait Qu'a donc fait Thierry Breton pour qu'on Et ne qu'elle- travaille plus avec lui? Je pense qu'il a son style, sa méthode, c'est un bulldozer, c'est comme ça qu'on le surnomme à Bruxelles, il marche un peu sur les pieds des uns et des autres, mais il fait avancer ses dossiers. On ne peut pas lui reprocher d'avoir été inactif. C'est quoi le bilan de Breton? Le bilan de Breton, c'est toute la législation destinée à mettre un frein à la force et à la puissance des grands groupes Les du GAFAM. numérique. Ouais. Regardez, la patronne de Twitter vient de se féliciter de la démission. Un grand jour pour la liberté d'expression, dit-elle. Absolument. Donc ça, on peut s'interroger. C'est aussi un agenda de compétitivité et de réindustrialisation mené au pas de charge. Je crois que c'est à lui qu'on doit les vaccins dont on a pu disposer si rapidement, à personne d'autre au sein de la Commission. Donc avec ces méthodes parfois controversées et qui tranchent un peu dans le milieu bruxellois, où on préfère parler un langage doux, Feutré. soft et Ouais. feutré, Ouais. je crois que l'affaire a un peu... comment dirais-je, il y a eu des frictions entre la présidente de la Commission européenne, qu'on connaît bien aussi, n'est-ce pas? Quand elle était en Allemagne, elle avait toujours des problèmes avec ses secrétaires d'État, avec son gouvernement, etc. Et elle a estimé être en position de force pour faire un petit chantage à la France, comme Emmanuel Macron avait renommé Thierry Breton, qui allait être vice-président exécutif avec plus de pouvoir, et à peu près le même portefeuille aussi large, qui va de la défense à l'industrie. Elle a dit oui, d'accord, mais je veux bien, mais donnez-moi un autre nom. Et je crois qu'on a eu tort de céder, parce que il aurait suffi de dire non. Il a fait un bon boulot, on peut peut-être lui reprocher un certain nombre de choses, mais pas les résultats. Et là, le nom de Stéphane Séjourné arrive comme ça. Oui, donc je ne suis pas vraiment compétent pour commenter la politique intérieure française, mais enfin, il n'a pas été un ministre des Affaires étrangères qui a laissé une trace impérissable. Vous voulez dire qu'il n'a pas les épaules de Thierry Breton? Non, pas le style, en tout cas. Je ne le mets pas en cause. Vincent Roy, contenez-vous, on vous a dit que c'était à Non, pas mais- feutré en ce qui concerne l'Europe. Non, mais je le regrette. Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un grand ministre. Non, un peu sérieusement, je suis content qu'il soit exfiltré. Et puis ça libère, de toute façon, ça libère une place. Mais c'est quand même un très proche Ça d'Emmanuel libère Macron. une place et puis ça en ouvre une aussi. Arthur Delaborde disait dans le journal qu'il y avait une possibilité pour que Thierry Breton soit ministre de l'économie. Je ne crois Jean-Dominique pas- Giuliani. Oui, écoutez, vous savez, je connais bien Thierry Breton. Nous avons été dans les mêmes cabinets. Vous voyez bien etc. que honteusement j'en Voilà. profite quand même de Donc, votre présence. Je ne crois pas qu'il soit candidat. Voilà. D'accord. Donc, mais je n'en sais rien, après tout. Ouais. En ce qui concerne l'Allemagne, est-ce que ça vous a étonné cette décision de Olaf Scholz de remettre le contrôle aux frontières? Oui, ça m'a étonné parce que d'abord c'est une décision prise sous le coup de l'émotion légitime Avec l'histoire du Syrien qui avait poignardé des gens. Voilà. Deuxièmement parce que je ne crois pas que ce soit efficace. On voit déjà aux frontières en Alsace que les contrôles sont extrêmement soft, si je puis dire, et que en réalité on ne veut pas gêner les travailleurs frontaliers qui sont aussi importants en Allemagne qu'en France d'ailleurs. Bon, Mélina Fachin, notre correspondante en Allemagne, a passé la journée sur le pont de l'Europe, donc entre Strasbourg et Kehl, qui est la première ville allemande, et elle disait qu'il y avait quand même beaucoup plus de patrouilles, qu'il y avait des chiens aussi, parfois renifleurs, qu'on ouvrait les coffres, enfin, Donc voilà, donc vous ça confirmez- existe. Vous confirmez ce que je dis, c'est vraiment de la com. Et ça participe d'une certaine communication. J'ai eu l'occasion de le dire sur votre antenne, donc je l'assume complètement. Si un gouvernement vous dit qu'il va régler tout seul les problèmes migratoires en fermant les frontières, ce qu'il ne peut pas tenir, je crois que c'est un mensonge ou c'est de la démagogie. En réalité, la solution, elle est dans la coopération entre au moins les voisins. Je dis même pas l'Union européenne, au moins les voisins, au moins les pays voisins,
au moins les pays membres de l'Union européenne qui ont les mêmes problèmes. On voit, vous savez, pour le Covid, Madame Merkel avait fermé la frontière entre la France et l'Allemagne. Elle a été obligée de la rouvrir très vite. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas avoir une Europe qui organise la libre circulation des capitaux et des biens, sauf des personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Bon, en tout cas, vous avez pas changé de position parce qu'on avait ressorti une archive pour vous du 17 septembre 2023 dans l'émission que je présentais à l'époque et vous dites exactement la même chose. Donc on va s'écourter. Vous auriez pu dire exactement le contraire, mais en l'occurrence, vous êtes fidèle à votre ligne, Jean-Dominique Giuliani. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ceci étant dit, j'entends ce que vous dites, mais ça lance quand même un signal. C'est-à-dire que c'est peut-être pas complètement de la com. En tous les cas, il y a un symbole et un signal qui est donné, et c'est peut-être pas mal. Ça peut quand même peut-être réduire. Je pense pas que l'effort soit vain. Merkel a tellement appelé de migrants, 1 million de Syriens. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter l'hémorragie d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez me faire dire que c'est un constat d'échec, je suis d'accord avec vous. Mais c'est d'abord l'échec des États membres, avant d'être l'échec de l'Europe. Là, c'est l'échec de Merkel, en l'espèce. Oui, c'est l'échec de la politique allemande. Et quand on dit, je vois, on m'a interrogé ici pour me dire, mais les Français veulent le retour aux frontières nationales. Je rappelle qu'elles sont contrôlées aujourd'hui, qu'on a des policiers à Menton, que même Emmanuel Macron en a remis dans les Pyrénées, etc. Donc, le problème, c'est que au XXIe siècle, on ne peut pas mettre un douanier à chaque frontière. D'abord, on n'a plus les effectifs. Ce qu'il faut, c'est trouver une méthode. C'est extrêmement complexe. Et ça ne peut pas être fait dans l'émotion. Et je suis très étonné, mais pas tant que ça, finalement, parce que le gouvernement de Scholz est en difficulté. Donc, il mange son chapeau. Surtout pour un social-démocrate allemand. Oui. Donc c'est ça qui est étonnant. La coalition, on est d'accord. Laure Lavalette, ce matin, disait que finalement, elle était contente qu'on reprenne une idée de Jordan Bardella. Non, c'est pas la même idée. C'est pas la même idée. C'est pas la double frontière, etc. C'est encore une fois. Alors la double frontière, pardon aux gens du Front National, du Rassemblement National, n'a jamais vraiment bien compris de quoi il s'agissait. Oui, moi non plus. On a eu beau les interroger, à chaque fois il y avait une version différente, donc c'était un peu compliqué. Donc si vous voulez, c'est une thématique qui pose un problème, un constat vrai. C'est un échec. La politique migratoire en Europe est un échec. Mais enfin, on pourrait dire ça aux États-Unis aussi, parce que M. Trump n'a pas mieux réussi que M. Biden. Donc le constat. 300 millions de réfugiés dans le monde, ça ne s'est jamais produit. D'ailleurs, ils sont essentiellement, on le dit pas assez, sud-sud. Il n'y a que 4% des réfugiés qui viennent en Europe. C'est trop. On a un problème d'intégration. On a un problème d'autorité aussi quand on accepte des gens qui viennent sur notre territoire pour les contraindre à accepter un certain nombre de choses. C'est ça qui choque. Mais c'est-à-dire qu'on n'a rien à leur offrir en plus. Oui, si vous voulez intégrer, si vous voulez assimiler, il faut avoir quelque chose à offrir. Oui, enfin bon, il y a beaucoup. On n'a plus grand-chose à offrir. On a encore les métiers en tension, mais tout cela, il faut que ce soit régulé. Ça peut pas être, ça peut pas être fait en l'état. L'exemple du Brexit, le Brexit s'est fait sur le retour des frontières. Et l'immigration illégale a doublé. Donc, si vous voulez, en 2022, elle avait doublé par rapport à la période du Brexit. Donc, ce n'est pas la recette miracle. On a 320 000 entrées, plus 150 000 clandestins, voilà. On a 500 000, voilà. Vous parlez de 550 000, pardon, mais vous parlez d'aveux d'échec. 320 000 titres de séjour, 150 000 et 600 à 900 000 clandestins. Voilà, je rectifie mes chiffres. Je voulais revenir sur la notion d'aveu d'échec. Est-ce qu'on n'est pas entré dans une nouvelle phase qui serait, constatant l'aveu d'échec, les États prennent des initiatives personnelles plus ou moins abouties ou pragmatiques, mais du coup aboutissant in fine à tordre le bras aux institutions européennes pour effectivement trouver les solutions? Pas besoin de tordre le bras aux institutions européennes, on n'a qu'à prendre des lois d'ailleurs, on en est à la 10e nous, n'est-ce pas, de la loi sur l'immigration. Donc on va à Bruxelles, on change, on négocie. Mais c'est tellement compliqué, et ça se passe dans la durée. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Regardez par exemple, Madame Meloni fait de gros efforts, mais elle a reporté toute l'immigration sur l'Espagne et le Portugal. Plus 150%, je crois, en Espagne. Comment ça reporter? Je ne comprends pas. Il passe plus. Mais il change de trajet, il change de pays. Donc si vous voulez, tant qu'on n'a pas quelqu'un des responsables politiques qui disent « Ok, c'est compliqué, on a échoué, on va essayer de faire des choses ensemble. On n'est pas obligé de le faire avec les institutions européennes, et on le ferait avec l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Ce serait déjà bien pour la France. Et l'Allemagne, ce serait encore mieux.
Mais donc, il faut à un moment accepter que on ne peut pas faire. Or, les responsables nationaux disent je peux. On a quand même arriver. le sentiment que c'est quand les États se sentent impuissants et qu'ils sentent que les institutions européennes sont impuissantes à coordonner, à amener les États à se concerter, que, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Et vous parlez de l'Espagne, on attend la réaction de l'Espagne face à la politique italienne ainsi que la Grèce. Et tel un bateau qui prend l'eau, est-ce qu'à l'arrivée, on ne va pas colmater toutes les brèches, mais uniquement par des initiatives ce qui prend l'eau, individuelles? c'est la crédibilité de nos dirigeants nationaux Donc comme ça, c'est sûr, européens. Bon, Oui. parce que si vous voulez, aujourd'hui, on dit il faut négocier avec la Libye, le Niger, etc. Qui paye pour le Niger? Par exemple, c'est l'Union européenne qui paye des camps de réfugiés, etc. Mais le problème est tellement compliqué. Quand vous allez dans un petit village du sud de la France, vous voyez bien que la solidarité des gens, elle est totale avec un enfant d'immigré, une dame en détresse. Et en même temps, nous, on est dans les studios à Paris, et on dit c'est inadmissible, faut être plus ferme, etc. C'est très compliqué. Ouais, c'est vrai que vous voyez aussi la réalité des chasseurs Vous voulez typiquement dire qui le se font fait agresser de par prendre des une migrants. décision politique est compliqué. C'est C'est-à-dire très que compliqué, il faut se hisser Oui. au-delà du simple intérêt national apparent pour essayer de trouver une solution durable. Oui, Voilà. mais alors Mais attendez. pour rendre l'Europe étanche, j'allais dire, d'une certaine Je manière. crois qu'il faut être plus ferme. Incontestablement, Oui. il faut être plus ferme. Il faut être plus ferme avec les pays de départ, par exemple. J'étais très choqué, moi. Je navigue un peu, vous le savez, j'étais en Tunisie l'été dernier. Je voyais passer les bateaux sortir. Bon, et en même temps, on paye la Tunisie pour qu'elle retienne. Oui, voilà. oui. Donc, il y a un moment, il faut être plus ferme. Sinon, il faut arrêter de payer. Oui, oui. Vincent Mais il y a Roy. aussi une chose qui est quand même extraordinaire. Schengen, vous parliez de Schengen. Schengen date de il y a combien de temps? Libre circulation des biens. 1995. Est-ce que vous ne pensez pas qu'entre 1995 et 2024, la situation a totalement changé? L'immigration débonde. Beaucoup de choses ont changé. Est-ce Hier- que Schengen est toujours C'est d'actualité? ça. Hier, Éric Zemmour, au grand rendez-vous européen, disait Schengen est mort. Non, Schengen n'est pas mort, parce que expliquez ça à vos enfants, vos petits-enfants, qu'il faut plus voyager, qu'il faut plus prendre le train pour aller, et même aux personnes Pas âgées. voyager, il s'agit de montrer son passeport. En voyager, c'était un peu plus compliqué quand même. Non. Hein, oui, c'était un peu plus compliqué. Non, mais je vous pour assure que montrer non, son moi, je passeport. voyageais avant Schengen. Deuxièmement, c'est pas vrai que rien n'a été fait. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Je dis Vous que allez c'est pas adapté à la Vous allez situation. aujourd'hui en Grèce, c'est la solidarité européenne qui paye des camps de réfugiés dignes de ce nom, Oui. qui permet d'enregistrer. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'expulsons pas. Vous savez, les fameux OQTF. Oui, Oui. bien entendu. On ne les... Alors, je sais pas si c'est la justice ou si c'est le gouvernement, etc. On a quelqu'un qui est condamné, on ne l'expulse pas. Mais pour expulser, il faudrait d'abord qu'on obtienne des laissez-passer consulaires. Ah ben voilà. Eh ben Donc, vous voyez que c'est compliqué. Voilà. Donc ça veut dire que Pourtant- le futur ministre de l'Intérieur, le futur ministre de l'Europe et le futur ministre, comment dirais-je, de l'Intérieur et des Affaires étrangères a beaucoup de pain sur la planche en Absolument. commençant par ce que là, mais on ne commence jamais par cette question-là des OQTF, puisque il y a des intérêts économiques derrière avec certains pays du Maghreb. Il y a eu pendant très longtemps la question du gaz avec l'Algérie. Je ne sais pas si c'est encore sur la table. Vous voyez, donc il y a cette volonté politique qui pêche, qui n'est pas là, et ça pose un problème.